machine learning, on pourrait croire que l'objectif, c'est de construire le modèle le plus complexe, le plus intelligent possible. Et pourtant, l'un des plus grands défis, c'est au contraire de trouver le bon équilibre. C'est tout le paradoxe du compromis biais-variance, un concept absolument fondamental qui explique pourquoi un modèle qui a l'air parfait sur le papier peut en réalité s'avérer complètement inutile. Regardez bien ce graphique. Cette ligne rose, elle épouse chaque point de données à la perfection. On a l'impression d'avoir trouvé le Graal, un modèle qui a parfaitement compris la situation. Mais c'est justement là que se cache le piège, et c'est là que toute notre histoire commence. C'est la question qui va nous guider. Alors comment ça se fait qu'un modèle plus complexe, plus puissant, puisse devenir moins bon pour faire ce qu'on attend de lui, prédire l'avenir, ou en tout cas généraliser à de nouvelles données qu'il n'a jamais vues? Pour bien saisir l'intuition derrière tout ça, on va oublier les équations un instant et faire simple, très simple même. Imaginons une partie de fléchettes. Dans notre jeu, le centre de la cible, le 1000, eh bien, c'est la vérité. C'est le vrai phénomène que notre modèle essaie de découvrir. Et chaque prédiction que le modèle fait, c'est comme un lancer de fléchettes. On a ici deux types de joueurs. Tous les deux sont assez mauvais, c'est vrai, mais pas du tout de la même façon. Celui de gauche est incroyablement constant. Toutes ces fléchettes atterrissent au même endroit, sauf que cet endroit, c'est systématiquement à côté de la plaque. À droite, c'est tout l'inverse. Ce joueur est complètement imprévisible, ses tirs sont éparpillés sur toute la cible. Bon, maintenant, mettons des mots un peu plus techniques sur ses comportements. Le joueur qui est constant mais toujours à côté, on dit qu'il a un bias élevé. C'est une erreur qui est systématique, prévisible. L'autre joueur, celui qui est imprécis, dont les tirs partent dans tous les sens. Là, on dit qu'il a une variance élevée. Ses prédictions, elles, manquent de fiabilité. Maintenant qu'on a l'intuition, on peut plonger dans le cœur du réacteur, la relation technique qui existe entre ces deux types d'erreurs. Alors le biais, c'est l'erreur de notre joueur constant. Ça vient d'hypothèses qui sont trop simples. Un modèle qui a un biais élevé, en fait, c'est un modèle qui a une vision du monde beaucoup trop simpliste. Il passe à côté de relations importantes dans les données. C'est ce qu'on appelle le sous-apprentissage. La variance, c'est tout le contraire. C'est l'erreur qui vient d'une complexité excessive. Le modèle est tellement souple, tellement flexible, qu'il n'apprend pas seulement la tendance générale. Il apprend aussi le bruit, les petites imperfections des données d'entraînement. Et ça, c'est le surapprentissage. C'est exactement le problème de notre modèle parfait qu'on a vu au tout début. Et là, on arrive au point crucial. L'erreur totale d'un modèle peut se décomposer mathématiquement. C'est la somme de trois choses. Une part qui vient du biais, une part qui vient de la variance, et puis une troisième part, l'erreur dite irréductible. Ça, c'est simplement le bruit, le hasard présent dans les données elles-mêmes et qu'on ne pourra jamais éliminer. Du coup, la question semble évidente, non? Si on connaît les deux sources d'erreurs sur lesquelles on peut agir, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas juste un modèle avec un biais nul et une variance nulle? Eh bien, la réponse, elle est juste là, sur ce graphique. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Regardez bien. À mesure qu'on augmente la complexité du modèle, on passe ici d'un modèle très simple à un modèle bien plus complexe, qu'est-ce qui se passe? Observez les barres vertes, le biais. Il chute. On pourrait se dire, super. Sauf que, en même temps, regardez les barres violettes, la variance, elle explose littéralement. Et voilà, on y est. C'est ça, le fameux compromis biais-variance. C'est un peu comme une balance. Si on appuie d'un côté, l'autre monte forcément. Le but du jeu en machine learning, ce n'est donc pas d'éliminer l'un ou l'autre, c'est impossible, mais de trouver ce point d'équilibre parfait, ce sweet spot, qui va minimiser l'erreur totale. Bon, d'accord, ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça se passe? Comment les ingénieurs et les chercheurs gèrent ce dilemme au quotidien? Et là, il faut être très honnête, trouver ce point d'équilibre parfait, ça relève souvent plus de l'art que d'une science exacte. Il n'y a pas de formule magique. Ça demande de l'expérience, de l'intuition et une connaissance très fine des données et des algorithmes qu'on a à notre disposition. Heureusement, on n'est pas complètement démunis. Il existe des techniques très intelligentes pour nous aider. Par exemple, la régularisation. C'est une méthode qui vient pénaliser les modèles trop complexes, un peu comme pour les forcer à rester simples et donc à maîtriser leurs variances. Et puis, il y a les méthodes d'ensemble. Là, l'idée, c'est qu'au lieu de faire confiance à un seul modèle, on en fait travailler des dizaines et on fait la moyenne de leurs prédictions. C'est un peu la sagesse des foules, mais appliquée aux algorithmes. Et si on prenait un peu de hauteur? Parce que ce dilemme, en fait, ce n'est pas juste une histoire d'algorithme. Ça touche à quelque chose de bien plus fondamental, la nature même de ce que c'est qu'apprendre. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce compromis qu'on observe dans nos machines, eh bien, il semblerait que notre propre cerveau y soit confronté en permanence. Des chercheurs, comme le psychologue Gerd Gigerenzer,
ont d'ailleurs développé des théories passionnantes là-dessus. Leur idée, en gros, c'est la suivante. Pour naviguer dans un monde qui est incroyablement complexe, avec des informations toujours limitées, notre cerveau ne chercherait pas du tout à être parfaitement objectif, à avoir un biais nul. Au contraire, il s'appuierait massivement sur des heuristiques, des règles simples, des raccourcis mentaux. Par définition, ces raccourcis ont un fort biais, mais ils ont aussi une très faible variance. Ils sont stables, fiables. Autrement dit, ce qu'on appelle nos intuitions, nos règles du pouce, ou même parfois nos préjugés, ne serait peut-être rien d'autre que la solution très élégante trouvée par notre cerveau pour éviter de surapprendre à chaque nouvelle expérience de vie. Ce sont des modèles simples, parfois un peu à côté de la plaque, c'est vrai, mais ils sont terriblement stables et efficaces pour prendre des décisions rapides. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Et si nos propres schémas de pensée, nos intuitions les plus profondes, n'étaient au fond que la réponse de millions d'années d'évolution à ce compromis fondamental, entre apprendre de manière parfaitement juste et apprendre de manière simplement utile?